Bonjour, vous êtes bien sur Cyberculture, sur Radio Ici Maintenant 95.2. Aujourd'hui, nous allons parler de l'auto-hébergement. Qu'est-ce qu'on entend par auto-hébergement? Par les temps qui courent, vous savez tous que nous pouvons créer des sites internet sur des plateformes diverses et variées, des types Skyblog pour votre blog, des serveurs mail chez Free par exemple. Cependant, vous avez aussi la possibilité d'héberger ces machines chez vous dans un premier temps ou de vous offrir des services à un tiers qui permet d'héberger ces machines. Aujourd'hui, donc, nous allons voir toute cette problématique qui n'est pas vraiment une problématique, mais plutôt une solution pour tout ce qui est problématique de liberté. En effet, vous entendez ces temps-ci parler d'Acta, Pipa ou même Adopi, mais ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien héberger selon vos propres moyens tous les services que vous souhaitez. Donc ça passe aussi bien par votre blog, votre serveur mail. Vous pouvez aussi faire des serveurs de clés cryptographiques, faire des serveurs téléphoniques et j'en passe. Donc le panel est assez large et donc nous allons voir comment le faire, l'auto-hébergement. Alors aujourd'hui, j'accueille avec nous qui a pris ici le sergent Slayer aka William qui a pris sa carte d'abonnement. Salut. Bonjour William, comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va, hein, nous sommes un peu grippés aujourd'hui, donc vous inquiétez pas si nous parlons un peu comme Donald. Et Doc. Exactement. Les auditeurs, vous pouvez appeler, donc n'oubliez pas, au 08 92 23 95 20, le standard est ouvert, donc pour toute question relative à l'auto-hébergement ou réflexion de votre part sur comment monter les choses, votre expérience, hein. L'expérience tout simplement, ou si vous n'avez aucune compétence dans le domaine, appelez, nous pouvons sans doute répondre à toutes vos questions, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Donc William, ouais. L'auto-hébergement, c'est un sujet très très vaste. L'auto-hébergement, comme tu as parlé au début, c'est sur le principe d'être maître de sa plateforme d'hébergement. Alors d'hébergement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire héberger son site internet, héberger son serveur email, héberger ses fichiers, être indépendant. Le principe de l'indépendance, ça. Donc aujourd'hui, on a deux possibilités, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est soit de louer un serveur chez un fournisseur à un prix acceptable et abordable, c'est-à-dire un serveur la plupart du temps sur Linux, parce que j'aime bien Linux, dans tout ce qui est domaine de l'open source, ou sinon un serveur sur Windows. D'accord, et ce choix-là est à mettre en relation avec ce qu'on veut faire typiquement, je suppose. Oui, après c'est ce que vous voulez faire derrière dans l'auto-hébergement, parce que quand on parle d'auto-hébergement, tout à l'heure tu as dit qu'on pouvait aussi mettre un serveur téléphonique, par exemple IPBX comme Astérix, ou bien sûr avoir son serveur d'échange de fichiers avec un FTP. D'accord, donc ce que tu entends par Astérix, c'est les serveurs de reconnaissance vocale, il me semble. Astérix, c'est le nom d'un logiciel, d'une application serveur open source qui permet de gérer de la VoIP, donc les comptes SIP, si vous connaissez un petit peu. C'est Free aujourd'hui, par exemple, vous offre la possibilité de rediriger, par exemple, votre numéro de fixe vers votre serveur Astérix, par exemple, ou vers votre téléphone qui est compatible SIP. D'accord. Bon. Du coup, on va aborder cette problématique, cette solution d'auto-hébergement. Hein. Reprenez-moi, nous parlons bien de solution, parce que ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez très bien héberger chez vous tous vos logiciels, tous vos services, et vous pouvez même, dans l'idée, mutualiser vos services avec vos amis. Donc, par exemple, vous voulez avoir un chat privé sans passer par une plateforme tiers, hébergez-le chez vous, mutualisez avec vos amis. Ça peut être très pratique. Et bien sûr, vous pouvez même créer des serveurs, donc si je dis pas de bêtises, on peut créer des serveurs Jabber, qui est du style MSN, Jabber. Oui. Et ça, on peut très bien l'héberger chez soi, sans passer par une plateforme tiers. En soi, les applications qu'on peut utiliser sur des sites tierces utilisent une plateforme Linux, par exemple, pour héberger ce genre d'application. La seule différence avec l'hébergement que vous allez faire, par exemple, chez vous,
on va dire, ça va être la bande passante, ça va être le fameux réseau. Donc si vous utilisez votre serveur sur de la DSL ou sur du câble ou sur du SDSL ou voire sur votre ligne fibre, donc aujourd'hui même il y a une expansion de la fibre, ça sera exactement la même chose. La seule différence, ce sera sur la qualité de votre réseau. T'as pris le micro. Ouais, c'est bon. Une petite question sur le chat de Wizin. Oui. Donc, est-ce que les providers se lancent sur le DPI, c'est-à-dire le Deep Packet Inspection? Est-ce que si on s'auto-héberge, ces providers peuvent légalement et techniquement décrypter nos flux SSL, HTTPS et SIPS? Oui. Oui, on avait parlé la dernière fois là, sur l'émission de tout ce qui concernait le flux et de données. Bien sûr que oui, parce que c'est comme vous utilisez votre ligne de connexion de votre fournisseur d'accès, et bien sûr que oui. Mais si vous êtes chez un hébergeur de serveur qui n'est pas assujetti entre guillemets à ce genre de filtre, quoi qu'il arrive, bon. Après vos données, vous allez mettre par exemple chez un hébergeur qui n'a pas de filtre, mais quoi qu'il arrive, si par exemple Orange ou un autre fournisseur utilise ce filtre-là et que vous consultez de votre serveur jusqu'à chez vous, bien sûr, ça sera lisible et lu par ce fameux système. D'accord, donc faut prendre toutes ces précautions, Wizin. Donc l'auto-hébergement, le réseau. Donc un petit retour historique en arrière. Donc avant, faut pas oublier qu'il y a quelques années, nous étions en modem RTC. Donc typiquement le maximum qu'on a atteint c'est 56 baux il me semble. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc malheureusement c'était des lignes qui étaient assez de mauvaise qualité et si on décrochait le téléphone, on perdait notre connexion. Après faire de l'auto-hébergement sur du RTC c'était un peu hardcore au sens où vous avez un temps de réponse qui était assez catastrophique. Et surtout bien sûr c'était plus réservé avant l'internet à tout ce qui était BBS. Et il me semble aussi que il n'y avait pas de notion d'IP fixe à l'époque. À chaque connexion, votre fournisseur vous attribuait une nouvelle adresse IP. Du coup, fallait passer. Allô ? Oui. Du coup, il fallait passer par des solutions dignes DNS. Exactement, pour obtenir, avec un sous-domaine qui était offert par DIN DNS, vous offrir une redirection instantanée. Ok. Donc après cet épisode modem RTC, donc à équiper non fixe, du coup il a fallu trouver des nouvelles idées pour avoir un contrôle total, une accessibilité plus facile à nos données, et puis faire des choses plus sympathiques, type webcam, oui. Type messagerie, radio internet. Donc faut pas oublier qu'on peut aussi diffuser des radios sur internet et les héberger chez soi. Donc avec des solutions type Shotcast. Type Shotcast avec le fameux plugin de Winamp qui vous permet entre autres bien sûr de héberger chez vous, donc les personnes qui écoutent votre radio se connectent directement sur votre ordinateur, entre guillemets votre serveur à la maison, mais ce qu'il faut savoir c'est que vous ne pourriez pas atteindre un niveau de qualité, par exemple en son de qualité CD, en stéréo, etc. Donc il fallait baisser quoi qu'il arrive le débit. Oui, j'entends bien. On peut pas arriver à un résultat pro avec seulement des plugins d'un logiciel gratuit. Faut pas rêver non plus. Si justement, en soi le logiciel il est fait pour. Il faut simplement broadcaster, entre guillemets, c'est-à-dire diffuser son flux encodé de son shootcast vers un serveur extérieur qui lui possède les capacités nécessaires à pouvoir diffuser votre flux radio. Ok. Ouais, donc c'est ok. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est ce que je parlais tout à l'heure, c'est la limitation de votre réseau sur de la DSL, comme vous le savez. Vous avez beau avoir 20 mégabits, 8 mégabits en bande passante descendante, vous serez toujours limité à une bande passante de maximum 1 méga sur de la DSL. Okay. Et avec un ping qui n'est pas régulier. Quand je parle de ping, c'est le temps de réponse. Il y a un temps de réponse qui n'est pas forcément régulier. Et bien sûr, ce genre de flux, qu'est-ce qui se passe ? Ça fait des coupures. Des micro-coupures, typiquement. Ça fait des coupures qui font que c'est pas forcément agréable d'écouter une radio avec des coupures. Ah, exactement. Et ça fait on fait une musique de rap, voilà. Bon, un petit panorama des différents supports réseau possibles pour créer son propre auto-hébergement. Donc les grandes familles, il y a il y a 4 grandes familles grossièrement. Donc les lignes ADSL, oui. SDSL, oui. câble et la fibre grand public. Donc la plus démocratisée, il me semble, c'est bien les lignes ADSL, il me semble. Aujourd'hui, les lignes ADSL, c'est démocratisé au sens que quasiment tout le monde a une ligne ADSL aujourd'hui.
Il y a des avantages, comme j'ai expliqué, il y a des avantages c'est vis-à-vis du prix, vis-à-vis qu'aujourd'hui la plupart des fournisseurs vous apportent une IP publique privée, non n'importe quoi, une IP publique fixe qui vous permet entre autres de pouvoir diffuser à travers par exemple un nom de domaine qui pointerait vers votre serveur, de diffuser assez facilement l'accès à votre auto-hébergement. D'accord, bon. On reviendra après sur les moyens, après avoir sélectionné quel type de réseau, quel logiciel on met derrière. Donc, premièrement, les lignes ADSL, comme tu viens de nous expliquer, donc grand public. Donc, on revient sur cette histoire de ping qui est environ de 30 à 100 millisecondes, qui induisent les micro-coupures, qui veut dire... attention, oui. quand je parle de micro-coupures, c'est pas forcément le réseau qui est pas stable. Les micro-coupures, c'est dans les centres de gestion des têtes de ligne des accès ADSL, donc le DSLAM, on appelle ça le DSLAM. Parfois, les fournisseurs font de micro-coupures. On s'est voulu, tu veux dire? C'est voulu, hein. C'est voulu, hein. Et pourquoi? C'est voulu au pas venu matériel pour éviter simplement que vous fassiez de l'auto-hébergement, que vous hébergiez trop facilement des choses chez vous. C'est un peu du sabotage, tu veux dire? Après c'est une ligne pour surfer à la base, c'est une ligne pour accéder à Internet. C'est pas est-ce que après c'est vraiment du sabotage? J'ai eu à l'époque tout au début de l'ADSL chez certains fournisseurs où ils vous limitaient à par exemple 1 giga de transfert sur votre connexion ADSL et paf, micro coupure. C'était pour vous empêcher, par exemple, de faire du stream vidéo, audio pour votre radio, télécharger, faire des serveurs FTP et toute forme de bande d'applications qui pourraient prendre dans la bande passante. J'entends bien, mais est-ce que contractuellement c'était marqué ces choses-là? Non. Non, c'est pas marqué. Non, c'était pas marqué là. Ok, bon, on restera sur cette petite note. C'est peut-être c'était marqué en tout petit, vous êtes limité à 600 mégas, mais c'était pas marqué. Hein. C'est pas clairement marqué. C'était pas clair. Parce qu'on peut très bien avoir un site HTML de 3 pages non dynamique et l'héberger chez soi. Ah ça, oui. Et dans ce cas-là, avoir des micro-coupures, ça peut être, comme je te disais, un peu du sabotage quelque part. Parce que ça pénalise pas forcément le réseau d'avoir 3 pages HTML statiques. Mais bon, aujourd'hui c'est plus un problème, même s'il y a toujours des micro-coupures, parce que les modems ADSL qui sont fournis, ou même on va dire des modems que vous pouvez acheter sur le marché de l'informatique en France, vous permettent de gérer les auto-reconnects. Il y avait un fameux plugin à l'époque qui permettait de vous auto-reconnecter automatiquement. Parce que quand il y a micro-coupure, et que vous n'avez pas forcément ce logiciel, ça se reconnecte pas, et si vous aviez par exemple un traitement en cours avec un serveur en face, tout est mis à zéro et vous êtes obligé de revenir, de relancer donc ce traitement. D'accord, j'entends bien. Donc, l'ADSL, le premier groupe très démocratisé, donc chez Free par exemple, vous pouvez l'avoir. Après, le second grand groupe, on a les offres SDSL. Alors, les offres SDSL, si je les ai mis en avant, c'est des offres entre guillemets qui sont dites professionnelles parce que la qualité, elle a rien à voir vis-à-vis de l'ADSL. Le SDSL, ça va être un peu plus pour les entreprises. Pourquoi j'ai parlé un petit peu du SDSL au sens où c'est une technologie dit XDSL qui utilise une technologie cuivre comme la technologie ADSL, oui. Sauf que derrière vous avez un temps de réponse acceptable. Donc ça c'est induit par le fait que cette bande passante n'est pas asymétrique, c'est-à-dire que en upload et download on a un débit constant. Exactement, égal. Ok. Donc, avec un ping à 5, c'est-à-dire que vous passez d'un ping à 30 à 5. Alors, pour bien comprendre le ping, on va le prendre le plus simple. Imaginez-vous que vous jouez à un jeu en réseau, à Counter-Strike par exemple. Par exemple, bien sûr. Vous jouez à Counter-Strike sur la DSL, vous allez avoir un ping à 30. C'est pas fameux en face parce que vous allez tirer votre balle et la balle il va pas la recevoir, etc. Mais imaginez-vous que vous êtes sur du SDSL, vous avez un ping à 5, c'est le bonheur. Oui, là on peut jouer vraiment en temps réel sans se préoccuper des temps de lag, comme on dit dans le jargon. Quand ça lag. Les fameux temps de lag, même en LAN à l'époque, des fois il y a des temps de lag, c'est un autre problème. Donc sur les inconvénients SDSL, c'est clairement le prix qui fait défaut. Donc là, le prix et l'installation. Par exemple, à l'époque, t'as une fourchette 1 méga par exemple, ça coûte à peu près 150 € par mois.
D'accord, mais à côté de ça, on a une qualité de service assurée, bien sûr. Vous avez alors ça dépend après du contrat SLA, donc le contrat de qualité de rétablissement de votre ligne, mais ça peut aller donc jusqu'à à peu près 4 heures, c'est-à-dire que votre fournisseur en face s'engage à rétablir votre connexion, et derrière le réseau est garanti. Quand on dit réseau garanti, ça veut dire que de chez vous jusqu'au fournisseur, on vous garantit une qualité sur le transfert de la bande passante que vous avez acheté. D'accord, oui, donc c'est vraiment contractuel, ça. Mais par un contrario, vu que la bande passante a plus la patate, donc au niveau utilisation, on peut vraiment créer cette fois-ci, outre les serveurs site web, donc les serveurs HTTP simples, entre guillemets, là on peut clairement mettre des serveurs VoIP, des serveurs DNS, voire même des serveurs radio ou VPN. Donc là, l'éventail est beaucoup plus large avec ce type d'offre. Admettons que vous montez en full, en full SDSL, c'est sûr que vous pouvez commencer à héberger certaines applications. Aujourd'hui, les sociétés, par exemple, utilisent cette technologie-là pour héberger leurs serveurs VoIP, donc Asterix, permettant de monter avec une compression audio à plus de 150 voix sur une ligne SDSL. D'accord. Ou faire des VPN. Donc Virtual Private Network. Exactement. Donc c'est pour accéder à son réseau via des canaux totalement sécurisés. Donc par les temps qui courent, je vous encourage à utiliser vos propres VPN. Donc la troisième grand groupe réseau, c'est le câble. Donc le câble, qu'on entend souvent parler via Numéricable, en tout cas en Île-de-France. Super. Super, hein. Super, le câble, vu sa réputation, comme tu as pu le dire il y a un certain temps, comme certaines connexions ADSL, mais plus particulièrement le câble, j'ai vu des choses assez hallucinantes où vous pouvez avoir 60 mégas de bande passante, c'est la fête, etc. Sauf que derrière, il y a des filtres. Vous ne pouvez pas dépasser un certain nombre d'ouvertures de services, on va appeler ça plutôt les sockets, ou des threads par exemple, pour si vous téléchargez ou autre, par exemple sur les newsgroups, etc., de manière légale, et ça je le dis bien, au sens où on va vous limiter à 6 threads, alors que vous avez un abonnement en face qui vous permet de faire 30 téléchargements en simultané, alors que là on va vous limiter à 6, voire on va vous couper tout d'un coup la connexion. Ah ouais, c'est des gentils en face. Ah non, mais c'est des gentils. Pourquoi c'est pas pour être méchant, c'est simplement pour préserver aussi la qualité de leur réseau. Parce que vous n'êtes pas tout seul sur le réseau, c'est pas la fête. D'accord. Une petite question sur le chat de Comi qui se pose la question que pour s'auto-héberger, est-ce qu'on peut se connecter sans intermédiaire de son FAI? Donc, il faut forcément quelqu'un qui te fournisse à un moment donné un accès à Internet avec une IP. Voilà, donc sauf si tu veux te créer ton propre réseau intranet, t'as pas d'amis, mais tu peux faire ton intranet à la maison, tu peux faire ton hébergement à la maison. Voilà, donc faut bien distinguer auto-hébergement. On passe par des réseaux tiers, mais en aucun cas on ne crée son réseau type Internet avec ses amis. Dans ce cas-là, il faut vraiment tirer des câbles, mettre en place une infrastructure. Je pense que c'est pas forcément impossible, je sais pas ce que t'en penses, mais ça demande quand même un sacré investissement. Il y a une possibilité, c'est simple, hein. Si vous pouvez devenir votre propre FAI, aujourd'hui il y a des associations qui proposent ce genre de choses. Après, si vous avez un peu d'argent, là il faut un petit peu rentrer au niveau supérieur, d'avoir une ligne tirée. Par exemple, vous pouvez tirer une ligne LS du type LS chez vous ou fibre. Vous prenez une fibre. Vous déclarez, vous installez un routeur, mais attention, c'est pas le routeur que vous avez à la maison, c'est un routeur de type Cisco, où là vous allez déclarer une route en disant que vous gérez un pool d'hyper et que c'est vous. Vous êtes votre propre FAI. Et là vous êtes responsable et vous vous interconnectez après avec d'autres FAI. Parce que vous savez, aujourd'hui il y a des accords, tous les FAI sont interconnectés entre eux. Et si vous avez de la chance d'être sur un switch pour un accord de pairing entre fournisseurs, vous pouvez devenir effectivement votre propre FAI. Mais ça demande un certain investissement. Aller dans une salle machine, par exemple, la plupart du temps, ce que je conseille, c'est d'aller dans une salle machine et contacter d'autres fournisseurs, avoir plusieurs fournisseurs d'accès et créer vos routes. D'accord, oui, donc ça demande quand même un sacré investissement technique et une certaine dose de travail si on veut mettre ça en place. Et il faut pas oublier, comme tu dis, qu'on sera forcément obligé de se recouper avec les autres fournisseurs d'accès. Ah non, ça on est obligé, c'est comme ça. C'est-à-dire que Free, ils ont des accords de pairing avec Orange, ils ont des accords avec Bouygues Télécom, avec plein de fournisseurs. Voire les fournisseurs extérieurs, on peut avoir British Telecom, etc. etc.
Ok. Free n'a pas de connexion qui va pointer forcément jusqu'en Chine, hein. C'est des accords qu'il a après avec d'autres fournisseurs. Et je suppose qu'en passant d'un réseau à un autre, il faut payer des frais. Bah, après, il y a les accords de pairing. Les accords de pairing, c'est même un peu bizarre. C'est-à-dire que c'est plein de fournisseurs qui sont sur une boucle. Oui. Et ils se disent, ok, bon bah si toi tu mets 10 mégabits, moi je mets on va plutôt parler en gigabits, je mets 10 gigabits, tu mets 10 gigabits, mais on se paye pas. C'est un accord entre nous pour s'échanger de la bande passante. Attention, ils ne jouent pas à ça tout le temps parce qu'en face, il faut quand même montrer patte blanche en disant, ok, bah moi si j'ai un problème réseau, mais il faut que derrière toi, faut que tu aies une certaine bande passante au-delà de cet accord de pairing. Sinon, je ne joue pas ça. Oui, il faut quand même assurer voilà. Parce que un service équivalent en face. Le principe, c'est s'il y a une route qui tombe, ils peuvent utiliser entre guillemets l'accord de pairing pour passer par ce lien. C'est pour ça qu'il y a eu quelques accrochages à un moment donné avec Free et Orange, parce que la bande passante de Free sur cet accord-là passait de plus en plus sur cet accord-là, et ils disaient mais attendez, vous n'utilisez pas votre réseau de l'autre côté, pourquoi vous prenez plus chez nous, etc. D'accord. Donc pour revenir à nos réseaux, donc dans la solution de câble, par exemple, on a Numéricable, et il me semble que Numéricable, dans leur offre, ils stipulent clairement qu'on peut pas héberger de site internet avec leur offre. Donc ce qui induit forcément, entre guillemets, c'est qu'ils garantissent pas forcément un service tip-top par rapport à leur débit. Bah il y a ça, il y a surtout ils veulent pas avoir des surprises avec un serveur FTP Warez, pirate, avoir tout et n'importe quoi sur leur réseau. Ce qu'ils louent, c'est simplement une ligne pour surfer, comme je l'ai dit tout à l'heure. On va avoir des fournisseurs qui vont brider. C'est-à-dire que vous allez avoir une IP publique, fixe, oui, mais vous ne pourrez pas l'exploiter. Au sens que l'IP s'arrêtera à la tête de votre modem. Donc okay. Vous ne pourrez pas faire une redirection. Vous ne pouvez pas rediriger par exemple votre serveur web, le serveur par exemple HTTP qui utilise le port 80, mais vous n'allez pas pouvoir utiliser toutes les possibilités d'une connexion internet. Free, par exemple, on est un peu bridé sur leur câble. Orange aussi fait la même chose sur sa solution fibre. Donc vous avez un VLAN entre votre modem fibre jusqu'à votre PC et vous ne pouvez pas bénéficier des redirections. D'accord. Pour les mêmes raisons. Par contre, Free, bon esprit, même que ce soit sur la fibre ou que ce soit même sur la DSL, sur votre interface, je vous invite à vous connecter, vous allez voir que vous avez toutes ces possibilités-là, de faire les redirections de ports. Mais pas forcément tous. Par exemple, le port 25 pour les serveurs mail, il est bloqué chez certains fournisseurs d'accès. Alors, il est bloqué pour la raison que vous savez déjà, ce qu'on a expliqué il y a 2 semaines sur les virus. Il est bloqué parce que par défaut, ils interdisent l'utilisation du port 25, mais vous pouvez le débloquer. Oui, on peut le débloquer, mais c'est déconseillé parce que c'est un peu ouvrir la boîte de Pandore quelque part. Vous ouvrez la boîte de Pandore aux attaques, mais après, derrière, quand vous faites un auto-hébergement chez vous, il faut un minimum de sécurité. Donc oui, on reviendra sur le sujet de sécurité dans quelques instants. On va finir déjà sur ces histoires de quel type de réseau utiliser. Donc nous avons vu l'ADSL, donc chez l'offre la plus répandue, donc par exemple chez Free. L'SDSL, tu as un nom de fournisseur d'accès ? SDSL, en fait, c'est quasiment... C'est des offres pro. C'est des offres professionnelles. Derrière, on peut avoir Orange qui propose de l'SDSL. On va avoir la société Nerim qui peut proposer du SDSL. On va avoir plein de sociétés qui proposent ce genre d'application. Mais les gens qui sont proches, on va dire, qui savent maîtriser ce réseau, c'est les fournisseurs professionnels. D'accord. La troisième type, le câble, donc avec Numéricable. Donc oui. Là, j'ai l'impression, on va quand même le déconseiller, cette offre pour auto-héberger chez soi. Après, c'est pas pour l'auto-hébergement, comme je dis. C'est vraiment pour surfer, c'est pour une autre utilisation. On a beau taper sur Dan Numéricable, le surf marche très bien. Moi, la télé, tout fonctionne correctement. Bon, je l'ai pas pris à la maison, mais pour d'autres raisons. Mais je le déconseille pour l'auto-hébergement. D'accord. Et le dernier grand groupe, la fibre grand public. Donc là, on change de technologie, il me semble. Là, on change de technologie, c'est que vous avez la fibre qui arrive jusqu'à la porte de chez vous, où là, vous avez la possibilité théorique d'avoir une 100 mégabits à la maison, même si c'est plus du 60-80 que vous avez à la maison en montée et en descendant. Et là, c'est sûr, c'est l'avenir de l'auto-hébergement. Si bien sûr, le fournisseur en face ne bride pas. D'accord. Tu parles d'avenir de l'auto-hébergement par rapport à la fibre, mais en induisant l'idée IPv6 dedans ou pas ?
L'IPv6, après, vous savez, vous pouvez installer de l'IPv6. Free propose de l'IPv6 même déjà sur vos modems ADSL. Vous pouvez faire passer votre connexion en IPv6 et ça marchera très bien. D'accord. Donc, juste pour clarifier les choses, actuellement, Internet marche majoritairement en IPv4. Donc, c'est le système d'adressage des machines, on va dire. Des IP publics, oui. Des IP publics. Donc, actuellement, on est limité et une nouvelle norme tente de s'imposer, qui est l'IPv6 pour agrandir ce panel de machines attribuables. Donc, j'ai pas dit de bêtises. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, on a quasiment atteint l'utilisation de tous les pools d'IP routables. Quand je dis routables, c'est-à-dire qu'ils sont routables en public. Qui fait que par ce fait, on est obligé de passer en mode entre guillemets hexadécimal, permettant d'avoir plus de combinaisons que l'IPv4 au point de vue des adresses. Alors l'adresse IP, je rappelle ce que c'est comme un numéro de téléphone qui permet d'atteindre un serveur et de rendre public un serveur. D'accord. Donc ok. Donc voilà. Juste pour revenir sur la fibre grand public, c'est un peu comme le câble, vu que c'est une solution qui a un fort download et upload. Donc j'entends par download, c'est la capacité de rapatrier sur sa machine des données. Donc le download, c'est la vitesse kilooctets par seconde, par exemple, qui est assez élevée. Upload, c'est l'opération inverse. C'est à partir de sa machine, on envoie un fichier quelque part. Donc clairement, la fibre grand public offre le meilleur download-upload. Et là, là on peut faire vraiment des gros serveurs FTP, des serveurs mail, voire même encore des serveurs radio, des serveurs VoIP. Alors par contre, à contrario, il y a aussi des micro-coupures. Donc là, c'est dû à quoi ? C'est simplement qu'aujourd'hui, ces micro-coupures, c'est simplement au fait que vous n'avez pas un réseau garanti. C'est plus ça. C'est au sens, là, vous achetez de la fibre, ça vous coûte entre 30 et 40 euros par mois. Si vous voulez de la fibre professionnelle, et surtout de ce débit-là, c'est pas ce prix. Vous allez payer 1500 euros, voire 3000 euros de bande passante, de réseau plutôt par mois. Où là, vous avez la qualité nécessaire. C'est-à-dire que derrière, s'ils font de maintenance, ils vont pas vous prévenir. Ils vont tirer le câble, ils vont faire une petite maintenance à 3h du matin, et vous n'êtes pas censé avoir des serveurs de production derrière qui tournent. Vous êtes censé juste avoir une connexion internet, et ça s'arrête là. D'accord. Bon, on va partir de l'hypothèse qu'on veut créer maintenant un petit site internet chez soi avec un serveur mail. Donc on peut se diriger soit vers une offre ADSL, soit une offre SDSL, soit la fibre grand public. T'es d'accord avec ce constat ? On va plutôt faire ADSL et fibre grand public pour un petit site internet, parce que si c'est pas un site d'envergure qui n'a pas besoin de ADSL, sauf si derrière il y a une société qui nous écoute aujourd'hui qui a besoin de faire ça et d'héberger son site internet dans ses locaux. Voilà, donc il faut bien quantifier son besoin. Si on veut faire un petit site internet pour ses amis, diffuser 2-3 petites choses sur un blog, comme tu dis, on ira sur ADSL et la fibre. Par contre, si on veut lancer un site qui a vocation à grandir rapidement et qu'on veut être tranquille sur le côté bande passante, on se dirigera vers l'SDSL. Le SDSL ou du SDSL ou une location de serveur, mais du SDSL. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, si vous faites ça sur de l'ADSL, c'est pour vous amuser, au sens propre du terme. C'est si vous êtes entre guillemets junkie du fait mon site ne répond pas, ne cherchez pas à l'héberger sur de l'ADSL. Vous allez craquer, vous arrachez les ongles, vous arrachez les cheveux. C'est vraiment du game là, c'est le faire sur de l'ADSL. D'accord, donc là tu rentres plus déjà dans les motivations. Les motivations de l'auto-hébergement, parce que oui, on a oublié d'en parler, mais si on veut créer un site internet chez soi, c'est d'une part, ça peut être le fait qu'on est un peu paranoïaque, on veut garder ses informations chez soi, donc voilà, soit parce qu'on a la fibre technique et on a envie d'apprendre des choses et de le faire chez soi tranquillement. C'est pour le plaisir. C'est vraiment pour le plaisir. C'est pour le plaisir de geeker, comme on dit, de geeker, de faire les choses, de faire plaisir. Ok. Et aussi, cette histoire d'auto-hébergement, comme je te disais en off, ça réintroduit un peu les lettres de noblesse d'Internet, c'est-à-dire au sens où Internet a été créé comme un réseau acentré, c'est-à-dire par exemple vous imaginez un cercle sans centre, donc tout à partir d'un centre imaginaire qu'on ne voit pas, on peut tout faire, alors qu'actuellement on arrive plus dans une idée d'Internet décentralisé, c'est-à-dire qu'on a un cercle avec plusieurs points de repère à l'intérieur du cercle. Et au final, on voit des concentrations d'informations qui s'opèrent. Et avec l'idée d'auto-hébergement, on peut retourner dans une idée plus acentrée,
où on se plug sur Internet, mais sans faire des concentrations d'informations non sécurisées et non, comment dire, et non potentiellement fiables. Non, mais l'auto-hébergement, c'est retour à la liberté et à vos risques et périls. Au sens où, si votre serveur, vous savez pas le gérer, ça tombe, problème de sécurité, etc., vous êtes responsable. Responsable de vous. Alors, Oui, il faut être, oui, c'est un acte très très responsable. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, un hébergeur, un hébergeur, par exemple, vous avez un site mutualisé sur WordPress, par exemple. Vous n'avez pas fait les mises à jour de sécurité parce qu'il faut faire des mises à jour de sécurité. Il y a eu une injection avec un PHP Shell. Vous avez eu un patching avec un faux site bancaire. Votre hébergeur se doit de l'effacer, donc ou de le bloquer. C'est-à-dire que en faisant de l'auto-hébergement, vous créez une responsabilité. Vous êtes responsable de plus de votre contenu et de votre savoir, de ce qui se passe. D'accord, oui, donc faut pas oublier si on se lance dans l'aventure de l'auto-hébergement, faut pas oublier l'aspect sécurité. Parce que ça serait dommage d'avoir fait son site internet et de se retrouver avec des serveurs de spam pour le Viagra sur sa machine. C'est pas l'objectif du tout et faut pas oublier que ça peut arriver très 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 rapidement si on n'y prend pas garde, ce genre de choses. Parce que s'auto-héberger c'est facile, comme je te disais tout à l'heure, mais gérer toute la sécurité derrière pour éviter ce genre de dérapage ou de se faire pirater son ordinateur, son serveur, c'est facile. Aujourd'hui tout le monde peut faire de l'hébergement. Derrière, après, c'est la qualité qui va en découler. D'accord. Bon, très bien, monsieur Slayer. Donc, n'oubliez pas qu'au 08 92 23 95 20, vous pouvez appeler et poser vos questions donc à moi-même, Thomas ou Sergent Slayer. Je serai enchanté de répondre aux questions. Donc, n'hésitez pas si vous avez des problématiques ou vous voulez excusez-moi, ou si vous voulez vous lancer dans l'auto-hébergement, n'hésitez pas, nous sommes là pour ça. Bon, donc nous avons vu notre réseau, nous avons choisi, pour l'exemple, nous avons pris une solution de fibre optique, nous allons lancer notre petit site d'information, ainsi qu'un serveur mail pour tout simplement pour pas passer par des plateformes type Hotmail ou Gmail. Donc voilà, alors maintenant ce qui nous reste, bon, on a notre réseau, on vient de recevoir notre box avec notre abonnement. Mais qu'est-ce qu'on va installer sur notre réseau? Quelle machine il va nous falloir? Quel type de machine, non seulement pour nous sécuriser, mais aussi quel type de machine pour mettre notre contenu. Donc déjà, on va partir entre Windows et Linux. Donc on peut peut-être dire que ça dépend aussi du niveau de la personne qui souhaite s'auto-héberger. Qu'est-ce que t'en penses si vous connaissez pas Linux, vous installez Linux, Debian ou une Linux Ubuntu ou Red Hat, vous ne connaissez rien, ça sert à rien de vous lancer là-dessus. Si vous maîtrisez un petit peu Windows, passez par Windows. Il y aura ses limites parce que les applications de open source sont un peu plus limitées sur Windows, mais lancez-vous sur Windows. Par exemple pour le web, on va parler de l'application WAMP, qui n'a rien à voir avec les singes. Qui veut dire tout simplement Windows, Apache, MySQL et PHP, au sens pourquoi il y a toutes ces applications, c'est tous les outils minimum et nécessaires pour pouvoir héberger votre site. Il vous suffira après d'aller dans le répertoire qui va être visible à l'extérieur et d'y insérer vos pages. Ok. Donc vos pages statiques, comme tu parlais tout à l'heure, les pages .html faites sur Dreamweaver par exemple, ou sur, si vous êtes un FADA sur Notepad++, comme j'en connais certains, ou installer un WordPress, par exemple un CMS, un Joomla, un WordPress, et à partir de là, vous faites le nécessaire pour tout lancer. Et tout est mâché, c'est-à-dire qu'on vous explique comment créer une base de données, il y a PHP Maladmin donc pour gérer votre base de données, etc. Tout est simplifié. D'accord. Nous allons faire une petite respiration musicale. Donc vous êtes toujours sur Cyberculture, sur l'auto-hébergement. Nous verrons après la petite respiration la mise en place de l'auto-hébergement. Je rappelle que tout auditeur peut appeler le 08 92 23 95 20 pour poser vos questions relatives à l'auto-hébergement. Je vous dis à tout de suite. Nous allons diffuser un petit Motorhead Overkill.
Vous êtes toujours sur Radio Ici Maintenant 95.2 pour la deuxième partie de Cyberculture sur l'auto-hébergement. Je suis toujours avec Sergent Slayer, aka William. Yeah. Yeah, ça va toujours? Ça va et toi? Bah oui, hein, ça va, hein, toujours bien. Alors quelques questions sur le chat, donc pendant la petite respiration musicale. Donc je retrouve Letka qui stipule qu'il n'y a jamais eu de problème avec PHP MyAdmin. Bon, soit, PHP MyAdmin est un bon produit en général, hein, pour des petites utilisations, pour des petits sites internet. Mais il parle que le pire c'est SSH. Enfin, SSH, faut pas confondre, ça n'a rien à voir avec PHP MyAdmin. SSH, c'est un protocole de cryptage. Bah oui, c'est pour la prise en main d'une machine à distance, pour être en ligne de commande sur un serveur Linux principalement et sur Windows. D'accord. Ah, il y a les pompiers derrière. Ouais, ils viennent m'arrêter. Ils viennent t'arrêter, oh, pas de chance. Donc sur la mise en place, donc déjà on a acheté notre réseau, mais il faut bien faire une configuration réseau chez soi. Donc il faut une solution type routeur, c'est-à-dire type routeur qui permet de rediriger la connexion de notre fournisseur d'accès sur notre réseau, sur nos différentes machines ou sur notre machine unique. Donc dans le cas que nous avons expliqué avant, pour le cas d'un site internet simple avec un serveur mail, donc on peut dire, dans le cas extrême, on peut dire qu'on a deux machines, une pour le serveur mail, une pour le site internet. Bon, dans le gros cas, si on veut mettre plein de machines. Bah là c'est se faire plaisir, mais bon après si vous mettez 10 serveurs derrière du ADSL, ça sert à rien. C'est qu'à un moment donné une machine elle peut héberger toutes les applications. Oui. Ça peut héberger toutes les applications. Sur Linux par exemple, vous pouvez installer votre postfix derrière, donc votre mailer, avec Apache qui va gérer le HTTP pour consulter votre site internet, et pur FTPD pour tout ce qui est FTP. Ça dérange pas. D'accord. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. Bon, revenons à nos histoires de routeurs. Donc, disons qu'un routeur qui redistribue la connexion, donc on peut avoir soit ce routeur directement sur notre modem de notre fournisseur d'accès. Donc typiquement sur une Freebox, vous avez l'option routage. Donc à partir de là, vous pouvez rerouter selon vos différentes machines et selon vos différents ports. Soit vous achetez un routeur. Donc je conseille un routeur Netgear de préférence, c'est les plus costauds, il me semble. Je sais pas si tu as un avis particulier là-dessus. Bah moi j'ai pas eu franchement de déception, même avec le matos professionnel, au sens c'est du matériel qui peut tourner longtemps. Si vous avez plein de serveurs, prenez quelque chose qui est ventilé avec un ventilateur, évitez de le mettre dans la poussière parce que comme vous savez la poussière et l'informatique ça fait un peu d'eux et qu'il faut un peu éviter de boucher le trou. Hein. Oui. Comme on dit. Donc pour configurer notre routeur vers nos différentes machines, il faut bien avoir en tête quelques notions. Donc là, il faudra commencer à faire quelques petites opérations techniques au sens où il va falloir rediriger des ports. Donc bien définir les ports qu'on va utiliser. Par exemple, le port 80 pour les sites internet. Donc en général, ça passe par le port 80, c'est tout bête. Après, vous n'êtes pas dans l'obligation. Alors, ce qu'il faut savoir, le port 80, c'est une norme sur le protocole. Votre serveur web, vous pouvez le mettre sur le port 8080, vous pouvez le mettre sur n'importe quel type de port. Il faut juste que ce port-là, il soit pas pris sur votre machine. Oui, il faut bien identifier quel service on a installé sur notre machine et quel service utilise tel port. Voilà. Donc là, rien ne vaut qu'une feuille de papier et lister tout ce qu'on utilise et tout ce qu'on fait sur nos ports, excusez-moi. Bon, il y a aussi la notion d'IP privée. Donc, qu'est-ce qu'une IP privée? C'est une IP qui n'est pas routable sur les réseaux publics, tout simplement. Donc c'est le type d'IP en 192.168.0.1 par exemple qui va être l'adresse de votre intranet, et ça permet de définir votre intranet. D'accord, c'est le point d'entrée de notre intranet, tu veux dire. C'est un ensemble. Après vous pouvez avoir des IP de type 10.00, etc. etc. Aussi vous pouvez utiliser une IP de type public. Vous pouvez prendre une adresse quelconque, ça fonctionnera, mais ça fonctionnera uniquement sur votre intranet. C'est-à-dire que vous n'êtes pas routé, vous n'êtes pas reconnu sur l'ensemble du réseau. C'est votre réseau à vous.
D'accord. Par exemple, on va dire que votre serveur web va être sur 192.68.0.50 sur votre routeur Free. Vous allez lui indiquer une redirection de port. C'est-à-dire que votre adresse publique, lorsque le port 80 sera appelé, il ira il fera une redirection du port 80 par exemple vers le port 8080 sur votre serveur qui se trouve sur votre intranet en 192.168.0.50. D'accord. J'entends bien. Il y a aussi la notion de DMOS, donc DMOS tout attaché, qui permet de rediriger par défaut tous les ports de votre routeur. Donc comment on peut utiliser cela? Enfin, à quoi ça sert concrètement? Bah, c'est simple, le démo c'est des zones démilitarisées qui permet entre autres d'envoyer d'envoyer tous les ports vers une IP spécifique sur votre réseau. C'est dangereux, pourquoi? Parce que ça ouvre les valves, ça vous êtes à poil. Mais si derrière, il faut sécuriser directement direct votre machine, donc firewall et tout ce qui en suit. D'accord. Donc là, on sort quand même, c'est un peu plus de l'artillerie lourde quand même. C'est ça. Ok. Bon, donc on va se dire qu'on va prendre notre modem routeur de notre Freebox, si on n'a pas envie de s'embêter longtemps. Voilà. Bon, voilà, on a ça. Bon, maintenant, sur notre petite machine, on va choisir notre système d'exploitation. Donc, pour faire allez, on va faire un CMS tout bête sur WordPress avec une base MySQL. Tout ça tournera sous Apache. Donc, aussi bien que Linux ou Windows, on retrouve les mêmes offres en général, c'est-à-dire SDI, PHP ou WAMP, on les retrouve sur ces plateformes. Alors, on va dire qu'on les retrouve, oui, on les retrouve, mais c'est différent sur Windows, c'est nettement plus mâché pour comprendre l'utilisation d'une plateforme d'hébergement. Alors que sur Linux, on n'a pas besoin d'avoir déjà ce package parce que tout est fourni par les distribs. Donc on va avoir la distrib CentOS, la distrib Debian, Ubuntu, Red Hat, etc. Où là, vous avez par exemple sur Debian, parce que c'est mon système d'exploitation préféré, il vous suffit de faire donc un apt-get install Apache, MySQL ou le package. On en prend un peu plus des packages et des interfaces de gestion de ces fameux logiciels. Vous n'avez pas, faut avoir un minimum de connaissances bien sûr côté Linux. D'accord. Donc voilà. Donc par exemple sous Windows ou Linux, on va choisir notre WAMP, SIPHP et on l'installe tout bêtement. Donc sous Windows, ça va se résumer par un next, choisir ses répertoires. C'est ça. Éventuellement choisir son port d'écoute, donc le port qu'on disait tout à l'heure, par exemple le port 80 normé et par défaut. Donc si par exemple on a envie d'utiliser le port 443, bah let's go, hein, c'est pas un problème, on peut le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais attention, tout à l'heure je disais qu'il y avait des ports, mais il y a certains ports, vous ne pouvez pas les utiliser parce que ça peut faire cracher votre réseau. Comme vous le savez, bon, il y a 65 535 ports, sauf si vous partez de 0, mais si vous partez de 1, bon, 65 536, c'est le principe du TCP/IP Oui. et des différents ports ouverts. Mais bon, je conseille, comme je vous dis tout à l'heure, d'utiliser le port 80 ou un autre port, vous n'êtes pas bloqué. C'est pas foncièrement important en fait. Non, c'est pas important. D'accord. Bon, on l'installe, on le met dans notre donc sous SIPHP, enfin sous tous les serveurs HTTP en général, il y a un répertoire type le 3W qui symbolise notre répertoire où on va mettre notre site internet, qui va symboliser notre point d'entrée de notre site. Donc voilà, bah, c'est très simple à comprendre. Donc vous mettez dans ce répertoire tous les fichiers que vous voulez disposer sur internet. Vous lancez votre serveur et après, si votre configuration routeur est bien faite, vous n'avez plus qu'à appeler votre IP public, donc votre IP de votre routeur, donc de votre fournisseur d'accès, et le miracle devrait s'accomplir, vous devriez obtenir votre site internet. C'est pas plus compliqué que ça. Bah là je vois un petit peu ce que j'ai des petits yeux, mais je vois sur le chat qui parle d'IP table. Ok, IP table, effectivement, quand vous dites à votre Freebox, je prends la main sur l'ensemble de l'adresse publique, vous allez donc devoir, par exemple sur un serveur Windows ou sur un serveur Linux, on va prendre plutôt Linux parce qu'on parle d'IP table, la première carte réseau, elle va être branchée directement sur votre modèle, donc sur votre modem, donc ce sera le WAN. On appelle ça le WAN, donc qui va vers le World de Network, qui elle va permettre de prendre une IP publique. À partir de là, il faudra configurer votre serveur, mais là ça demande des connaissances. Là on met un petit peu en avant pour que tout le monde puisse essayer bien sûr l'auto-hébergement. Sur l'interface de Free, c'est très simple. Alors que IP table, il faut faire certaines recherches, il faut comprendre les redirections de port pour pouvoir maîtriser entre guillemets ces fameuses redirections.
D'accord, là c'est déjà plus sortir le bazooka quand même. C'est dans le cas où on commence à avoir éventuellement des configurations compliquées pour faire un site internet de 3 pages, ça sert pas forcément en fait. Bah non, c'est pas ça sert pas forcément. Bon après On c'est peut se toujours faire plaisir techniquement c'est comme le ça. plaisir. Après on va arriver, on va faire circuit de routage, on va installer, on va customiser le kernel, on va faire du traffic shipping, on va s'amuser avec les règles de routage, on va même pouvoir avoir 3 connexions ADSL et s'amuser avec et se faire plaisir. D'accord, ouais, bon. C'est vraiment plus pour le défi en fait. Le défi, Le défi. challenge. Yeah. Bon. Donc sous tous ces OS, donc Windows ou Linux, donc le panel des logiciels installés est assez large. Donc bon, pour faire tentative de liste exhaustive. Donc ça passe aussi bien par Apache, MySQL, WordPress, Joomla, tout ce qui est serveur FTP, donc par exemple ProFTPD sous Linux, Pure FTP aussi. Hein. Pure FTP exactement, FileZilla Server, donc la solution de la fondation Mozilla. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre les bases de données, donc PostgreSQL ou MySQL, donc les bases de données au moins qui ont une offre open source et gratuite pour le commun des mortels. Donc c'est assez sympathique. Surtout qu'il y a des interfaces graphiques qui nous mâchent pas mal notre travail quand on n'y connaît pas beaucoup en SQL. Donc c'est assez sympathique pour créer des choses. Il me semble même que quand on fait un apt-get WordPress sous Ubuntu, il nous configure automatiquement notre base de données, il me semble. Bah moi WordPress je l'installe on va dire en mode old school. Old school. Tac, FTP, je vais sur mon interface, je crée ma base de données. Bon je le fais en mode hardcore aussi. Mais si effectivement un simple apt-get permet de refaire le monde avec WordPress. Bah c'est assez sympathique quand même. Après là on peut parler aussi si vous cherchez aussi la simplicité, parce que configurer un serveur Apache quand vous montez au niveau supérieur, ou un serveur à MySQL parce que vous avez besoin, parce que l'auto-hébergement on en a parlé tout à l'heure, on peut le faire à la maison, bon, on peut le faire aussi sur un serveur que vous louez chez un fournisseur qui vous permet par exemple de louer un serveur à 30-40 euros par mois. Ça va demander des connaissances un peu plus poussées pour la sécurisation. La sécurité on peut en parler un peu plus tout à l'heure, mais ça va être au sens du contrôle et de la configuration des différentes applications. Parce que se configurer un serveur Apache pour éviter qu'il tombe, c'est pas évident. Vous avez beau lire toutes les docs, faut le sécuriser, il faut le customiser en fonction de la mémoire et des capacités de votre serveur. D'accord. Bah venons-y tout de suite justement à cette question de sécurité. Ça bouge pas mal sur chat concernant ces questions de sécurité. Donc déjà à la base, sur notre réseau, notre point d'entrée, notre routeur. Donc il me semble mieux vaut faire la politique, je ferme tous mes ports par défaut et j'ouvre que ceux que j'en ai besoin. Ça me paraît pas aberrant comme idée. Non, forcément, c'est pas aberrant. C'est une idée de bloquer tous les ports par défaut, parce que de toute façon, les règles d'IPtable, la première règle d'IPtable, c'est je ferme tout et j'ouvre uniquement ce que j'ai besoin. Oui. Donc ça c'est la règle d'or pour une configuration sur IPtable. D'accord, mais dans le cas où on est sous Windows, on n'a pas IPtable. Bah, là, vous êtes sur Windows, bah, il faut installer, si je conseille d'installer un serveur Windows Server et pas un XP, parce que XP ou un 7 ou un Vista, c'est l'ouverture à tout et n'importe quoi, c'est-à-dire que bah, vous êtes à poil, hein, comme je le disais tout à l'heure, et c'est un trou à faille de sécurité, alors que Linux avec IPtable, bah, ça permet un peu plus de gérer ça. Mais ça, c'est que le début de la sécurité. Hein. C'est que le début de la sécurité, c'est... On va dire que c'est les préambules. Après, la sécurité induit une surveillance poussée et permanente de ces serveurs. En gros, on peut pas dire que, bon, j'ai mis toutes mes options de sécurisation, je laisse mon serveur dans son coin 6 mois sans me préoccuper de ce qui se passe. Ça, c'est pas de la sécurité. Bah, vous avez beau mettre le plus beau des firewalls de l'univers, derrière, si vous faites pas les mises à jour de sécurité, par exemple sur Debian Security, vous suivez pas l'actualité de sécurité, vous laissez une faille de sécurité avec une ouverture énorme, donc un bon black hole sur votre serveur, genre il y avait une faille de sécu sur phpMaladmin. Ça permettait de faire des injections sur votre serveur. Et à un moment donné, il faut vraiment être au goût du jour et regarder ce qui se passe sur l'évolution de l'application. D'accord, ouais, donc c'est vraiment une surveillance permanente, comme je disais. Le port 80, on va dire, il y a juste le port 80 qui est ouvert. En fait, si derrière vous n'avez pas sécurisé Apache ou votre serveur SSH, l'application SSH a pas été mise à jour, on peut vous faire un kit route direct et voilà, vous êtes tout nu et on vous a mis un doigt.
C'est un peu vulgaire, mais ouais, c'est ça l'idée. Non, c'est pas. Non, mais c'est une image. Ouais, c'est pas grave, on est entre nous, William, hein, t'inquiète pas. Non, mais faut faire très attention, très attention. C'est pour ça qu'il faut être vigilant, bien regarder les choses de bout à bout et faire des mises à jour. D'accord. Et dans le cas, par exemple, où on a créé notre site internet entièrement à la main, sans passer par un CMS, il y a aussi des règles de développement, on va dire simples, pour éviter par exemple, les SQL injections. Ce qui consiste par un moyen dérivé d'interroger la base de données du site et d'en faire ce qu'on veut, voire même se connecter à la machine. Donc ce genre de choses, il faut bien avoir conscience que si on développe tout à la main, quand on va le faire chez nous, rouler sous les aisselles, entre guillemets, il faut bien avoir conscience de ça, il faut pas le faire avec ses pieds. Il faut quand même des règles élémentaires de développement. Tout le monde ne s'improvise pas développeur. Développeur, c'est un vrai métier. On a beau avoir appris le développement à l'âge de 16 ans tranquillement chez ses parents, mais quand on arrive en entreprise, c'est quand même un autre milieu. Il y a quand même des normes de développement. S'il y a ces normes de développement, justement, c'est pour éviter les failles de sécurité, pour éviter que les sites rament ou les applications rament. Après, il y a des astuces. Hein. Vous pouvez pas être derrière le codeur à chaque fois, ou admettons que vous faites de l'auto-hébergement associatif pour faire de l'hébergement mutualisé. Vous pouvez pas être derrière vos 200, 500, 1000, 10 000 sites à faire de la surveillance sur leur code parce qu'ils n'ont pas fait la mise à jour. Il y a des astuces. Ces astuces, c'est Apache, forcément. Tout ce qui rentre, tout ce qui sort, Oui. sans être vulgaire. Vous faites du filtering. Vous filtrez tout ce qui passe. Si vous voyez quelque chose qui vous paraît irrégulier, il y a un module qui s'appelle Mode Security, qui est très bien et qui permet entre autres d'éviter les spams, par exemple sur les commentaires de WordPress. C'est très intéressant. Si vous ne mettez pas de CAPTCHA, donc le CAPTCHA c'est le fameux code qui vous permet de valider votre formulaire, et que vous ne faites pas de filtre anti-spam dessus et que vous n'avez pas forcément cette solution, ou vous n'êtes pas bien sûr derrière les gens que vous hébergez, ça permet d'éviter les attaques de type Viagra, de type Xanax, ou les médicaments ou je sais pas quoi, ou le spamming tout simplement de formulaires. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui utilisent ce système-là pour augmenter leur référencement, et c'est quelque chose d'automatique et sale après au niveau de votre site internet. D'accord. Et faut pas oublier l'importance des logs au niveau de la sécurité. C'est que, entre guillemets, un bon administrateur de son site internet, donc de son auto-hébergement, doit regarder continuellement ses logs. Un bon taille F. Un bon time-F sous Linux, donc pour voir en temps réel les écritures dans un fichier. Mais oui, c'est très très important ces logs. Quand vous installez ces logiciels, pensez bien que vous soyez sous Windows ou Linux, de bien configurer vos logs pour avoir vraiment un panel large de ce qui se passe sur votre réseau, voire même les instructions qui peuvent paraître frauduleuses. Et cette étape, elle est très 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 importante, j'insiste bien dessus, car c'est un peu votre seul moyen d'avoir des traces dans le temps quand vous n'êtes pas là de ce qui se passe sur votre machine. Il ne faut pas juste se fonder sur le temps T quand vous êtes dans votre machine en vous disant bon ça va bien là, mais rien ne vous prouve que par exemple quand vous dormiez, qu'il n'y a pas eu d'attaque. Et c'est un des moyens. Donc il faut penser à des logs aussi bien au niveau du routeur, aussi bien au niveau de votre applicatif, voire au niveau des entrées et sorties de vos machines. Donc, Non, mais c'est ça. Donc après, il faut regarder ce qui se passe sur. Bon, après les logs, c'est vrai que c'est un peu large. Si vous vous regardez l'access log de Apache, de ce qui se passe sur Apache. Bon, si vous avez un petit trafic, vous allez voir ce qui se passe. Vous allez voir des tentatives d'injection, etc. Si vous avez installé mode sécurité, vous allez regarder le log, vous allez halluciner les tentatives de proxy qui vont arriver sur votre machine, qui vont faire des tentatives de rechercher. Si vous avez une application qui possède une faille de sécurité, même si cette application n'est pas installée, vous allez voir des choses phénoménales passer. comment ça? Vous allez voir des tentatives d'aller par exemple sur un slash admin quelque chose, ou sur un slash php maladmin, ou sur un slash Joomla version 1.3 avec différentes demandes. C'est du scan, c'est du scan d'applications potentiellement installées sur votre machine. Ça va chercher, ça va scanner votre serveur. D'accord, ouais, donc Mais c'est quand je dis très scanner, très attention, intrusif. ça rentre pas dans le disque dur. Quand je dis scanner, c'est scanner au sens il va chercher toutes les possibilités sur, par exemple, si vous avez un nom de domaine www.foo.fr slash quelque chose, lui il va chercher dans ce slash et il va regarder s'il y a quelque chose qui répond. Il D'accord. attend une réponse. Et s'il y a une réponse et il tombe, par exemple sur PHP Mladmin, parce qu'il y avait une version il y a 8 mois, 9 mois d'ici, je crois que c'était sur Lenny, un truc comme ça, il y avait une faille de sécurité, et ben ça cherchait comme ça. D'accord.
une petite question sur le chat d'Amiga 1200. Amiga, donc c'était des belles machines, entre guillemets, bon, fin de la pub. Amiga nous demande quel soft peut-on utiliser pour faire des recherches récursives auto des logs pour envoyer des alertes sur nos mobiles. Donc je pense que c'est une question à scinder en deux. Déjà, quel logiciel pour analyser les logs et trouver les mots clés des logs qui nous intéressent? Est-ce qu'il y a des machines, est-ce qu'il y a des logiciels qui peuvent traiter les logs d'une manière automatique? Sur Linux, il y a des applis qui permettent de faire ça. Même à la base, on parlait d'IPTable. IPTable, s'il voit quelque chose de bizarre, parce qu'IPTable aussi peut récupérer les get et les posts qui sont effectués sur cet ensemble, parce qu'on vous rentre un peu plus dans les détails. Je ne sais plus le nom exactement, mais il faut installer un module supplémentaire sur IPTable, et ça vous envoie, et ça déclenche un script PHP par exemple de type shell, parce que vous savez, on peut exécuter PHP en ligne de commande, on n'a pas besoin de passer par Apache, ou ça exécute un script CGI. Ce script CGI va vous envoyer une alerte en disant attention, il y a quelque chose de pas bien qui se passe sur le port, par exemple SSH. Ok. Donc oui, donc des solutions existent, voire même on peut la refaire à la main si on est un peu développeur, ça devrait pas prendre trop de temps. Faire une solution comme ça. C'est pas compliqué, hein. Si vous avez des connaissances minimum en PHP, prenez un bouquin, voilà. Bon bah il y a IPTable qui vous envoie, ça exécute, ça vous envoie un paramètre avec le nom de l'heure, etc. Vous récupérez les paramètres et à partir de là, bah vous pouvez vous envoyer le mail où vous voulez. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin d'un logiciel type aujourd'hui qui est déjà préprogrammé. D'accord. Bon, t'es d'accord que pour le moment, donc c'est quand même des solutions à minima techniques, mais est-ce qu'il y a des solutions tout en un? Au sens où, je suis Madame Intel, j'ai 50 ans, je veux faire mon site partagé avec mes copines. Est-ce que je peux appeler une boîte en leur disant, bon, bah envoyez-moi un serveur où j'ai très peu de configuration, c'est-à-dire mettre mon login, mon mot de passe, rentrer mon contenu et let's go. Est-ce que des solutions existent? Alors aujourd'hui, si vous voulez louer par exemple un serveur chez un fournisseur quelconque, il y a plusieurs possibilités. La possibilité, c'est tu loues le serveur et il n'y a rien. Il n'y a rien, il y a juste le système d'exploitation qui est installé, et vous devez vous débrouiller. Et là, ça commence à être un peu hardcore, parce qu'il faut savoir installer, le sécuriser. Comme on parlait tout à l'heure, bon, c'était un peu effrayant, parce qu'il y a beaucoup de choses à installer, beaucoup d'éléments à analyser. Là, on va avoir des contrôles panels. Contrôle panel, la définition, c'est simple, c'est un outil accessible en HTTP ou HTTPS la plupart du temps, qui va vous permettre de contrôler l'ensemble de votre site internet sans vous compliquer. C'est-à-dire installer un nom de domaine. Donc la notion du nom de domaine, si vous le savez, c'est 3W, par exemple, d'avoir votre 3W monsite.fr que vous avez acheté chez un fournisseur de nom de domaine, par exemple, ou chez votre hébergeur de serveur. Et à partir de là, bon bah c'est simple, parce que vous allez, tout va être classé en disant section email. Vous allez pouvoir créer votre adresse email, créer vos comptes FTP à la volée, sans vous compliquer à vous connecter sur le port 22 en SSH et à faire de l'administration complexe. D'accord, donc typiquement pour une madame de 50 ans ou un monsieur de 50 ans, le temps de compréhension et d'apprentissage de cet outil, ça chiffre en quelques jours sans trop se forcer en fait. C'est pas compliqué, une interface d'administration. À l'époque, il y avait Webmin, je ne sais pas si ça te dit quelque chose, qui était sur Linux, qui était, on va dire, des petits outils d'administrateur lambda qui commencent, au sens où voilà, on n'avait pas besoin de se prendre la tête, tout était là. Sauf que pour un utilisateur lambda, c'était pas possible à utiliser ce genre d'application. D'accord. Ouais, ça commence à être des belles machineries, mais est-ce que tu as des noms en tête de fournisseurs qui peuvent fournir des machines clés en main? Il y a beaucoup de fournisseurs aujourd'hui qui Donc je parle vraiment de machines physiques qu'on reçoit chez moi pour une solution auto-hébergement chez soi. À la maison non, mais par exemple la distribution, on va prendre un exemple, Linux avec Debian, Ubuntu, etc. On va prendre plutôt la Debian. Il y a une application qui est assez connue, qui s'appelle DTC, qui veut pas dire le mot que tout le monde dit pour rigoler en fin de soirée, mais qui veut dire Domain Technology Control. Cette application, j'étais au début du projet avec la personne qui l'a créé, qui s'appelle Thomas Guaran, de la société gplost.com. C'est une solution open source, c'est-à-dire qui est gratuit à son utilisation, qui va regrouper tout l'ensemble des applications nécessaires à un auto-hébergement.
Ça veut dire que cet ensemble va vous permettre de manière autonome d'avoir donc ces fameuses applications et en plus de ça, sécuriser l'ensemble des sites internet hébergés sur cette application. Donc on va avoir quoi? On va avoir du CH-root. Ça va être cloisonné, ça veut dire que chaque site internet va être cloisonné. Si un pirate s'introduit parce que la personne n'a pas fait la mise à jour, etc., là, il va croire qu'il est dans un système, et en fait il est dans un système factice. D'accord. Ah oui, déjà, il y a des notions de sécurité Voilà. déjà avancées dans ce type de Voilà. solution qui n'ont pas besoin d'être configurées par l'utilisateur lambda. Exactement. Et cette application, bien sûr, il suffit de la mettre à jour au fur et à mesure. Il suffit de mettre cette application au fur et à mesure des évolutions, comme on a un peu parlé tout à l'heure. Ça vous permet de faire ça. Cette application, elle va vous permettre d'un côté d'héberger des noms de domaine, par exemple, pour faire des espaces mutualisés, de gérer l'espace que vous allez dédier à chaque site internet, toutes les fonctionnalités nécessaires à un auto-hébergement. Ok. Jusqu'à gérer des serveurs virtuels. Donc là, c'est encore un autre débat sur tout ce qui est serveur virtuel, pour avoir plusieurs serveurs, plusieurs systèmes d'exploitation virtuels sur un serveur physique. Ça sert à quoi concrètement? Ça sert par exemple si vous êtes une association ou vous voulez vous associer avec plusieurs amis parce que vous avez besoin de faire de l'auto-hébergement. Vous allez prendre une machine assez puissante, par exemple de 32 Go de mémoire avec 8 cœurs dessus, avec suffisamment de bande passante. Vous allez demander à votre fournisseur un pool d'IP par exemple de 16 et vous répartir ces IP publics sur chacun de ces serveurs virtuels. Et ça vous permet à chacun de vous d'avoir votre système d'exploitation dédié. Donc ça peut être du Linux par exemple ou du Windows. Ok. Oh. Allô? Oui. C'est bon? Oui. C'est bon, je suis toujours là. Et à partir de là, donc il y a cette solution, c'est la solution, on va dire, la plus adéquate et la plus simple à installer. C'est vrai qu'au début, c'était dur de faire tout ce qui est configuration, sécurité, etc. Parce que bon, moi j'ai développé mes propres scripts, alors que là, à ce niveau, moi je conseille aujourd'hui, même je vous invite dès à présent à taper DTC GPLhost sur Google et à aller visiter le site. Aujourd'hui, le site est en anglais. Bizarrement, ça a été développé par un Français qui habite à Shanghai. Ah, un expatrié encore? Un expatrié. Bon. Ok. Donc dessus, vous pouvez gérer tout ce qui est HTTP, votre serveur HTTP, votre mailer. Donc ça, c'est important. Tournant sur poste fixe, vous avez l'anti-spam, l'antivirus intégré. Vous avez tout l'ensemble, le package pour votre auto-hébergement. Et je le conseille. Et ça coûte combien à peu près? 0 €. C'est de l'open source. C'est totalement open source. Et ça, c'est beau. C'est des belles solutions qu'il faut prendre chez soi. Donc j'encourage tout le monde à se diriger vers ce type de solution. Bon, il y a quand même le coût d'amortissement de la machine. Bon, sur ces histoires de machines pour l'auto-hébergement, en tout cas chez soi, moi, ça sert à rien d'acheter le dernier PC à la mode à 1000 € au passé. Une vieille machine qui traîne depuis 10 ans, type un Pentium 3. Ah, c'est hardcore là, mais ça fonctionnera. Bah ça fonctionnera, oui, bien Si sûr. derrière vous mettez votre filtre anti-spam, antivirus, il faudra le désactiver pour éviter d'avoir de la fumée qui sort de votre PC. Oui, c'est très consommateur, mais on va dire toujours dans notre idée de notre site à 3 pages avec notre serveur mail, derrière, t'es d'accord, si on met sur une seule machine, on n'est pas obligé d'avoir une bête de course non plus. Ah non, c'est pas obligé, il vous suffit, même on va dire un P4, ça vous suffit largement. Voilà, c'est pas la course à la puissance qui prédomine là-dedans. Et puis même si vous avez un vieil écran TFT, ça fera l'affaire, parce que de toute manière... Même pas besoin d'écran, vous faites d'abord votre première installation, avec votre écran de votre PC LCD, vous faites de l'installation calmement. Une fois que c'est fait, vous trouvez une zone chez vous fraîche, parce que ça c'est important. Et n'oubliez pas, les serveurs, ça n'aime pas la poussière, ça n'aime pas la chaleur, et ça peut faire des dégâts. Et vous l'installez dans un endroit au calme, parce que les PC aussi ont besoin de calme. Et à partir de là, vous n'avez pas forcément besoin d'écran, parce que vous pouvez prendre la main sur votre machine via la page web, effectivement sur votre intranet, ou via SSH. D'accord. Et comment dire? Bon, on a vu, c'est surtout des solutions PC, mais il doit y avoir d'autres solutions. Enfin, j'ai entendu dire qu'il y avait des solutions d'auto-hébergement sous Mac, même si Mac, ça n'a pas forcément de réputation très très serveur, il me semble. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a des serveurs Mac, il y a des serveurs G5, G4, c'est des 2U qui sont, j'en ai même dans dans la belle que j'exploite de temps en temps, on a un Mac qui tourne et ça fonctionne très bien. Au sens même, comme c'est un système qui est proche de Linux,
Il y a énormément de logiciels Linux qui sont portables et bien sûr il faut les compiler pour que ça fonctionne correctement bien sûr sur les Mac OS X comme Postfix, même le DTC, même le DTC avec quelques bidouilles parce que vu que c'est pas forcément on va dire la même structure de système, on va pouvoir l'installer. Ok. Wizim sur le chat qui me fait remarquer qu'il y a actuellement des petites machines pas chères, type fanless, donc pas de bruit, peu de conso, que des avantages. Oui, effectivement, si on a quand même envie d'investir, on peut quand même se tourner vers ce type de solution. C'est les serveurs qui se branchent sur la prise. Je sais pas du tout. C'est les tout petits serveurs en cube. Ah, c'est les... Ok, ouais, c'est... Ok. Après, c'est une histoire de ressources, hein. Ça consomme très peu. C'est excellent. Faut juste trouver la bonne distrib pour l'installer. Faut la customiser, en gros. Ouais, c'est... Bon, on Après, rentre plus dans un domaine technique après. Après, c'est dans une technique. Après, il y a des choses insolites, hein. Vous avez des portables customisables avec des kernels Linux dessus. C'est votre téléphone portable. Vous allez faire de l'auto-hébergement sur votre téléphone portable. C'est vrai, c'est possible. Ça, c'est possible. C'est-à-dire que vous allez installer un serveur Apache, un serveur MySQL sur votre téléphone portable. C'est pas un peu hardcore quand même? Bah, comme vous savez, aujourd'hui, les téléphones portables permettent de fournir des IP. Parce qu'on peut se brancher sur du Wi-Fi, mais aussi on peut fournir en tant que Wi-Fi une adresse IP pour un ordinateur par exemple, ou pour un téléphone portable pour lui permettre de se connecter à Internet. Et dessus, s'il y a l'application web, eh ben, on va pouvoir arriver comme ça, comme maintenant, l'émission de radio, je vais poser mon téléphone portable, et là, je vais diffuser mon petit site Internet autour. D'accord, ouais, c'est assez sympathique, mais dans ce genre d'offre, est-ce qu'on a une IP fixe? Ah non, là, c'est des IP privés. C'est des IP privés, Attends, clairement. C'est une IP privée. Après, je pense que le fournisseur en face, je pense pas qu'ils fournissent une IP. Non, je dis des bêtises. Il y a certains fournisseurs qui fournissent une IP publique, mais certains ports certains ports ne sont pas accessibles. Parce que ça passe par un proxy ou par un VLAN, ça dépend. Mais à tester. Hein. À tester? À tester. Hein. D'accord. Ça, ce serait sympa d'avoir une IP publique sur soi avec son site web hébergé dans sa poche. Ouais, puis le diffuser qu'aux personnes de bonne volonté autour de soi, c'est sympa aussi. Mais derrière, enfin, moi ça me fait bizarre d'entendre qu'on met un PHP MySQL, donc c'est quand même un serveur sur son téléphone portable. Enfin, on parle pas de n'importe quoi non plus. Enfin, est-ce que ces machines-là, leur OS, sont capables de supporter de telles charges et de tel type de logiciel en fait? Parce que typiquement ces logiciels, ils sont démarrés en tant que démon, c'est-à-dire en tant que tâche de fond, on écoute pour faire quelque chose. Donc ils sont quand même tout le temps là au niveau des ressources. Bah après, faut pas faire ça avec n'importe quel portable. Hein. C'est le portable de luxe. Hein. C'est le portable à 1000 euros ou à 1200 euros avec une certaine mémoire acceptable. Après, vous savez qu'un serveur Linux est moins gourmand en mémoire qu'un serveur Windows. Oui. Forcément. Pourquoi? Parce qu'un serveur Linux, il n'a pas besoin d'avoir un système d'exploitation de type interface graphique. Il est autonome. Il n'a pas besoin d'avoir ce poids. C'est pour ça qu'on charrie à chaque fois en disant mon Linux il fait même pas un CD d'installation alors que toi il faut 3 DVD. Oui, il n'y bon, a pas cette obligation. Petite blague ça. Voilà, quand vous faites un serveur par exemple sur Linux, il ne faut pas installer une application de type graphique, sinon ça va être trop lourd. Donc le KDE, etc. Si vous mettez ça sur une machine de production. Ok. Ouais. Ouais, on rentre dans des autres problématiques. Et les problématiques réseau problématiques de sécurité sur ce type de support, est-ce que c'est les mêmes que les solutions type PC ou Mac? Sur le portable? Ouais, sur le portable. C'est un Linux. Ça. C'est un Linux, carrément. Et ce que je veux dire, c'est par exemple si on veut faire des attaques, des grosses attaques de déni de service sur son site, son PC portable, est-ce que c'est possible? Est-ce que tu peux juste me redire le dit parce que j'ai une toux. Une toux aiguë. Voilà. Bah au sens, t'as ton site sur ton téléphone portable. Ouais. Et t'as quelqu'un de mal intentionné qui veut faire tomber ton site sur ton téléphone portable hébergé dans ta poche. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce qu'il a les moyens d'avoir au moins une piste pour commencer à étudier Si tu ouvres ton réseau Wi-Fi et que tu as fait un mot de passe genre 1, 2, 3, 4, il rentre sur ton téléphone, il te fait une attaque d'os, il fait tomber ton portable. Hein. C'est faisable. Hein. C'est faisable? Oui. Avec les mêmes dégâts et tout pareil? Tout pareil. D'accord. Bon. Donc nous avons vu jusqu'à présent qu'on peut créer son site internet de quelques pages, donc avec une solution type ADSL, SDSL ou fibre optique.
Donc on vous déconseille quand même quelque part la solution câble, non pas pour taper sur des opérateurs type numéricable, mais aussi parce que contractuellement ils n'autorisent pas à héberger. Et au niveau des solutions logicielles, donc soit vous avez le choix d'acheter des solutions tout en un, type la solution que tu m'as dit, comment ça s'appelle déjà? Là, c'est pas acheté, c'est de l'open source. Oui, c'est de l'open source, oui, DTC, pardon. hein. Domaine technologie contrôle. DTC, donc gplos.com. très facile à retenir, cette fameuse offre DTC. Je ne ferai pas de commentaires. On ne fera pas de commentaires là-dessus. Cependant, vous avez aussi la possibilité, si vous êtes plus bidouilleur, de créer votre site à partir de rien du tout. Donc rien ne vous empêche, mais comme je l'ai dit auparavant, faites attention à la sécurité et comment vous développez votre site. Oubliez les pieds, faites marcher votre cerveau pour développer ce site. Après, si vous voulez faire des choses plus exotiques, vous avez la possibilité. Vous avez possibilité de customiser des Macs, voire des téléphones portables. Et là, normalement, avec un peu de travail, vous aurez enfin votre site. Mais une fois que votre site est lancé, bah forcément, il faut le maintenir. Donc, d'une part, il faut bien faire attention à ses logs et avoir une surveillance accrue quand même de toutes ces problématiques de sécurité. Or, à part si on a une solution type DTC, donc là où on nous mâche quand même pas mal le travail, et c'est tant mieux, c'est ce que cherchent les utilisateurs la plupart du temps pour ce type d'offre. Mais après, concrètement, notre site, bon, imagine, on a lancé notre site, ça marche bien, au bout de 3 mois, on a 20 000 utilisateurs et notre bande passante n'en peut plus. Déjà, 20 000 utilisateurs et bande passante n'en peut plus, on va le sentir direct. Hein. Après, la solution, c'est migration. Après, ça dépend. Si vous êtes à la maison, il faut migrer absolument, si vous tenez bien sûr à votre projet, il faut le migrer sur un serveur dédié ou un serveur privé, mais là, ce sera 20 000 utilisateurs, ce sera plus un serveur dédié chez un fournisseur quelconque. Ok. Avec bien sûr le budget adéquat. Il y a un point qu'on a oublié de parler, c'est sur les noms de domaine quand on les achète. Alors, il me semble, on peut très bien acheter un nom de domaine toto.com. Donc ce toto.com, si on est hébergé par exemple chez OVH, on lui dit bon, tu nous fais la redirection de telle machine vers notre toto.com. La dite machine, c'est là où on héberge ce site internet. Mais est-ce qu'on peut aussi faire ce genre de redirection chez soi? C'est-à-dire au sens, bon, j'ai pris ce nom de domaine, mais je veux que ça redirige vers telle ou telle machine, mais je veux pas que quelqu'un mette le nez dans ma redirection. Bah, c'est simple, déjà je le conseille moyennement d'avoir un serveur DNS, donc un serveur domain name server donc en anglais, qui permet de gérer, on va dire, et de transférer à chacun des serveurs DNS mondiaux les adresses IP correspondant au reverse, correspondant par exemple à votre www, à votre FTP point, votre nom de domaine, etc. Voilà, donc juste pour clarifier la chose, il faut bien comprendre dans ce type de solution de domain name server chez soi, il va falloir communiquer les adresses et en gros, comment marche son réseau à une société tiers pour se brancher dessus en fait. Par exemple, on va prendre un exemple. Mon premier DNS, il va s'appeler on va l'appeler DNS1, Oui. point votre nom de domaine. Voilà, et vous allez lui indiquer une IP, c'est-à-dire que vous allez déclarer que votre premier DNS est hébergé sur telle IP, Oui. votre IP publique. Votre deuxième DNS, ce que je conseille la plupart du temps, c'est de le laisser chez votre fournisseur en cas où, si ça tombe. Si Ok. le serveur ne répond pas, au moins lui il a une copie et il sait que en cas où il faut rediriger vers telle adresse, etc. Donc on appelle ça le serveur slave. Il y a le master et le slave. Donc à partir de là, c'est comme ça que vous allez garder l'indépendance sur votre connexion ADSL. Oui. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est si vous avez deux connexions ADSL avec IP public et fixe, vous dites que votre premier DNS est sur votre premier ADSL et que votre deuxième DNS est sur votre deuxième ADSL. Ça permet en cas où, en cas de basculement, il va changer d'IP, le temps que ça reprenne la main en fonction, du taux de rafraîchissement. Parce que le taux de rafraîchissement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais c'est par exemple, vous dites, si je change d'IP, dans 3 heures, tu as 3 heures pour diffuser ma nouvelle IP. Et ça permet entre autres avec le même serveur, vous avez 2 cartes réseau par exemple, avec le même serveur sur 2 IP publiques différentes, vous allez pouvoir rediriger très rapidement en cas de dysfonctionnement de votre première connexion. D'accord, donc c'est pour des solutions type backup à la rigueur. Exactement. D'accord, donc oui, dans l'auto-hébergement, n'oubliez pas qu'il faut sauvegarder vos données régulièrement. C'est une des tâches les plus importantes quand on commence à diffuser du contenu. Il ne faut pas oublier que vous êtes sur des petits disques durs magnétiques qui peuvent tomber en panne. Et à partir de là, faites des copies régulières, voire même automatiser les copies. C'est
disons, c'est primordial, quoi. C'est le b.a.-ba de l'hébergement, enfin, quelque part. On peut pas héberger quelque chose sans se préoccuper de la sécurité des données et Le backup, de leur redondance. faut toujours backuper. Après, si vous faites ça à la maison, bah, c'est un peu plus simple parce que vous êtes à côté. Mais si vous avez un serveur dédié, il faut toujours backuper avec soit avec une application d'Irvish, c'est un nom de programme sur Linux qui permet de backuper de manière incrémentale ou de manière journalière en faisant des classifications journalières pour pouvoir remonter à 5 jours, 7 jours, voire 15 jours vos datas. Ok. Et est-ce que ce phénomène d'auto-hébergement, est-ce que c'est un phénomène marginal ou c'est quand même assez répandu? En prenant les offres hébergées chez OVH par exemple ou chez soi? Il me semble pas que ça soit si marginal que ça L'hébergement chez soi. Ouais, Bah, c'est pas marginal, c'est comme j'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, c'est pour le plaisir. Faites ça avec, 1 mégabit en montée, c'est pas pour avoir des milliards de visiteurs. Après, à un moment donné, c'est votre projet, bah, vous voulez qu'il soit 24/24 disponible sans coupure, faut prendre soit un hébergement mutualisé, ou un serveur. Mais là, si vous avez l'amour du serveur, vous allez prendre un serveur dédié. donc ouais, c'est pour avoir plus de gouache entre guillemets quoi. Passer d'un ping à 30, 40, 100 à un ping à 1 ms, à 1 milliseconde. Millisecondes. Vous vous trouvez dans le cœur de l'internet. Vous êtes sur une T1. Ça, c'est le nom du réseau. Imaginez-vous une espèce de plateforme où les gens ils vont très doucement avec la DSL et tout d'un coup bah, vous passez en Formule 1 et vous passez dans le vaisseau de Star Trek. Là, c'est parti, vous êtes en Warp 1. C'est Warp 2, Warp 3, etc. D'accord. Voilà. Bon. Petit mot pour la fin sur l'auto-hébergement, sur les bonnes pratiques entre guillemets. Donc à mon avis, on va répéter que faites très attention à la sécurité, c'est une des choses principales à ne pas oublier. Il ne faut pas délaisser ces serveurs une fois mis en place. Même si on se dit qu'il y a 3-4 données qui ne servent à rien du tout, on ne sait jamais qu'un petit malin installe un serveur Viagra. Ça serait très fâcheux. Ouais. Donc ne pas oublier ça, c'est que si vous êtes pas prudent, d'autres gens utiliseront ça dans le cadre de leur travail légal ou pas. Donc, il y a toujours des outils. Là, je vais parler des TC. Ça vous mâche le travail. Ça peut vous permettre de lancer quelque chose de sécurisé dès le départ. Attention, la sécurité, c'est fait aussi pour être cassé. Hein. N'oubliez jamais ça. Il faut toujours être vigilant à ce qui passe sur l'ensemble de votre projet. Parce que héberger 3 sites, ça va, mais héberger 10 000 sites, c'est autre chose. Hein. oui, mais là on rentre quand même dans le domaine professionnel. Il y a des associations aujourd'hui qui font de l'hébergement gratuit, de noms de domaine aussi, et en Oui. sous-domaine, ça vous pouvez chercher sur Google, hébergement associatif, auto-hébergement, vous allez tomber dessus et à partir de là, voilà, c'est pas statut associatif, mais ils ont 10 000 sites, 20 000 sites. Le principe du gratuit est toujours là sur le web. Hein. Vous cherchez un petit peu, vous allez trouver, il y a des gens très sympathiques, des admins serveurs très sympathiques, voilà. Ok, bah merci à toi William, hein. Je te dis à une prochaine. À une prochaine. À une prochaine. Donc vous étiez sur Cyberculture, sur Radio ici et maintenant, 95.2, excusez ma voix, je sors d'une petite maladie. Nous nous retrouverons d'ici 15 jours avec un nouveau sujet, je communiquerai sur le forum, donc leforum.fm, oula. Sur leforum.fm, je communiquerai le prochain sujet. Donc, a priori, nous allons sans doute parler de la sauvegarde du patrimoine vidéoludique. Donc, nous allons parler plus jeux vidéo la prochaine fois. Et je vous tiens au courant. Donc, pour nous quitter, nous allons écouter un son de Grivok, aka Sergent Slayer, aka William, mon invité. Et je vous dis à bientôt et portez-vous bien.